Bon, alors, il est midi. Bonjour tout le monde. On avait dit qu'on allait commencer à midi. On va commencer ça pile à l'heure. On va faire ça rapidement. On sait qu'il y en a certains qui vont devoir quitter. Bonjour, bienvenue à toutes les 55 personnes qui sont sur le webinaire ce midi. Merci d'être là. On essaie d'en faire de plus en plus des webinaires. Donc, un de plus. Au mois d'octobre, c'est le mois de la cybersécurité. Donc, on a regardé parmi les partenaires qu'on avait, puis on a bien sûr fait appel à Cyclic, qui sont des experts là, en cybersécurité, tout ce qui est prévention de la fraude et tout. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Sarine qui va nous coacher un petit peu, là, puis nous donner des trucs là, de ce côté-là pour la cybersécurité, ce qui a bien sûr rapport chez Cyber Impact là, quand on parle de courriel que vous allez envoyer à tous vos clients. Donc, sans plus tarder, je laisse Sarine se présenter, puis on va pouvoir commencer. Bonjour à tous et à toutes. Très contente d'être ici avec vous ce midi. Je vais me présenter dans quelques diapos. Je voulais juste regarder avec vous un petit peu les points importants au niveau de la présentation d'aujourd'hui. Au niveau des questions, moi j'ai le chat sous les yeux, donc allez-y, moi je suis vraiment flexible. Si je manque une question, Fred va me le mentionner ou sinon juste redites-la, puis je vais pouvoir y répondre à la fin, pendant, comme vous voulez. Puis sinon aussi, copie de la présentation, tout ce que vous allez voir à l'écran, on va vous l'envoyer. Donc, vous allez avoir ce support visuel pour vous aider. Vous allez voir, je vais partager plein de choses très importantes. Et le vif du sujet, le plus important, se retrouve toujours dans le visuel, dans la copie que vous allez pouvoir recevoir dans les prochains jours. Donc voilà, c'était les petits points juste pour une bonne formation. Dans le cadre de nos formations, on garder que vous soyez intéressés pendant le 1 heure ensemble. Donc, je vais avoir des quiz, on va avoir les statistiques à l'écran. C'est quand même assez intéressant comme outil. Très facile pour rejoindre ce Slido. On clique en fait, on ne clique pas. On va venir plutôt prendre le téléphone, scanner le code QR. Sinon, vous pouvez tout simplement ouvrir une nouvelle page Internet. On écrit slido.com. Puis, vous avez le code d'aujourd'hui qui est 5666. Et puis, sinon, si vous n'avez pas envie, c'est facultatif, c'est vraiment correct. Je trouve juste que des fois, ça me permet de poser des questions. Il y a des gens qui vont... Ça va susciter de nouvelles questions aussi, réflexions, débats, etc. Donc, c'est pour ça qu'on l'utilise puis qu'on l'aime beaucoup. Sinon, vous pouvez toujours écrire dans le chat la réponse. Ça me va aussi. Puis du moment où je change les diapos, les codes disparaissent, mais ça réapparaît dès que j'ai une question pour vous. C'est vraiment bizarre parce que vu que je vois personne, on dirait que je me parle à moi toute seule. Je me présente très rapidement. Je m'appelle Sarine Bedrosian. Ça fait 3 ans et demi que je suis consultante et formatrice en prévention des fraudes et en cybersécurité chez Cyclic. Je suis passionnée par tout ce qui est univers de la pensée criminalistique, les enquêtes, la cybersécurité, la psychologie derrière les cyberattaques, les mécanismes de prévention aussi. C'est donc un sujet qui me tient à cœur. En fait, j'ai fait un bac en arts et sciences avec une majeure en criminologie puis une mineure en psychologie. De base, j'ai fait 3 ans de psycho, pensant que j'allais être psychologue de carrière. Finalement, après ma troisième année, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas fait pour moi. Donc, j'ai condensé pour quand même avoir un bac pairé avec la criminologie. Puis, il y a eu la COVID. Ne sachant pas quoi faire avec le bac que je venais de recevoir, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai commencé aussi à recevoir des messages frauduleux. Donc, moi, je suis très curieuse dans la vie. Donc, j'ai commencé à faire des recherches sur le pourquoi est-ce que je reçois ce genre de messages. Puis c'est là que j'ai découvert la cybersécurité, puis ça m'a fascinée. Donc maintenant, je me suis lancée là-dedans. Je suis en train de terminer mon deuxième bac en cyber. Je fais une petite pause parce que je me concentre plus sur le côté professionnel en ce moment. Et dernier petit point aussi, en fait, j'ai fait partie du lancement de la clinique de cybercriminologie à l'Université de Montréal en tant que bénévole, en tant que cyberprévention analyste. Et j'ai développé tout ce qui était personnes âgées, mais j'avais l'impression qu'on mettait un petit peu de côté nos jeunes. Et quand on y pense, ces jeunes-là ont des téléphones à un très jeune âge, un accès à Internet à un très jeune âge, donc des situations qui pourraient potentiellement leur mettre à risque. Donc voilà, qui suis-je? Moi, je voulais commencer avec un premier brise-glace. Vous allez voir, en fait, c'est un nuage de mots, donc ne mettez pas le 5 6 6 6. Il faut vraiment mettre juste un mot qui vous vient en tête. Moi, j'aimerais juste savoir, quand vous pensez à courriel, à quoi est-ce que vous pensez directement? Instinctivement, vos questions à l'oral.
OK, très bien. Donc là, je vois dans le chat communication, rejoindre les gens, messages, phishing, spam, hacker, pourriel. euh, Trop. Très drôle. Mais effectivement, beaucoup trop. Masse aussi. Donc ça va ensemble. Donc là, je regarde un petit peu. Donc très bien, très bien. Donc, c'est mon premier brise-glace, toucher ma clientèle. Parfait. Ben, c'est exactement ce que j'attendais. Je voulais voir un petit peu où est-ce que je me situais. Qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui? Vous allez voir, on va quand même décortiquer pas mal de petites choses. On va regarder l'hameçonnage, les émotions exploitées par les cybercriminels, comment est-ce qu'on fait pour s'authentifier en toute sécurité, les meilleures pratiques aussi avec nos listes de courriels. Donc, on a quand même un bon petit plan aujourd'hui. Vous allez voir, il y a probablement certaines diapos où je vais aller un petit peu plus vite parce qu'il y a d'autres sujets qui sont plus importants, mais tout est dans les diapos. Le plus important va toujours se retrouver dans la copie visuelle que vous allez recevoir. Pourquoi est-ce que c'est important? Encore une fois, moi, je suis pas mal convaincue que personne ici ne veut être le déclencheur d'une cyberattaque. Personne ne veut appeler ses clients demain matin et leur annoncer un à un que leurs données ont été compromises et que ben, ils sont à risque de vol d'identité coin de l'œil. On veut impérativement éviter les accès non autorisés. Puis juste se croiser les doigts que rien de fâcheux ne survienne, c'est pas un bon plan et ça vaut aussi pour la cybersécurité. Donc, juste pour mettre la table avec des statistiques, pour montrer en fait que ça n'arrive pas qu'aux autres, selon une étude réalisée par KPMG en octobre 2024, il y a 72% des 735 dirigeants de PME canadiennes qui ont été interrogés. Puis de toute façon, si vous avez des questions puis que ça ne fonctionne pas, je suis disponible par courriel aussi, sans problème. Donc, dernière parenthèse que je mentionnais, pensez aussi à votre vie personnelle parce que les réalités des entreprises et des membres de leurs équipes sont très semblables à celles dans nos vies personnelles. Donc, en plus d'être les membres d'une équipe, vous êtes probablement des conjoints, des conjointes, des parents, des grands-parents. Et la protection des données, ça dépasse largement celle uniquement au sein d'une entreprise. Donc, vous allez voir aujourd'hui, on va avoir plein de bonnes pratiques. Gardez-les précieusement. On va les utiliser en contexte professionnel, mais c'est très important aussi en contexte personnel. Parce qu'une situation de crise à gérer en contexte professionnel et personnel, c'est vraiment pas le fun. Je commence avec donc mes émotions exploitées par les cybercriminels. Vous allez voir, avant de parler de ces émotions-là, vous avez probablement déjà entendu parler de l'ingénierie sociale. Ce sont des techniques de manipulation que les fraudeurs vont utiliser pour nous inciter à effectuer une action très spécifique. On va avoir la confiance qui règne au cœur de ces interactions. Et une fois que on a confiance, le fraudeur va demander de transférer des fonds, va demander de voler des informations, des accès de connexion, etc. Et la victime, elle ne voit pas le stratagème qui s'exécute sous ses yeux. Elle pense réagir de la bonne façon, à aider une connaissance, à régler un problème urgent. Il suffit vraiment d'un courriel, d'un appel téléphonique, d'un message texte qui semble provenir d'une personne ou d'une organisation de confiance pour se faire prendre au piège. Puis, l'ingénierie sociale, à l'intérieur de cette branche, on va avoir l'hameçonnage. C'est dangereux parce qu'on commet tous des erreurs. On va avoir un moment d'inattention, fatigue, urgence, incertitude, et c'est bon. Même si on sait tous qu'il faut se méfier de certaines communications qu'on va recevoir, on peut être très vite pris au dépourvu puis réagir instinctivement à un message. Donc, je voulais vous partager aussi une situation qui est arrivée. Il y a quelques temps maintenant, donc j'ai une de mes amies qui s'est fait cambrioler. Bon, c'est pas très agréable parce que on lui a volé son ordinateur. Et là où je veux en venir, c'est que quelques semaines plus tard, son copain a reçu un courriel qui disait de Apple, nous avons géolocalisé votre appareil, cliquez ici par courriel. Fait que pensez-vous qu'il a cliqué? Absolument. Donc, les fraudeurs n'ont même pas fait exprès. En fait, le momentum était parfait. Il y a est-ce que c'était la seule personne qui a reçu ce courriel? Pas du tout. En fait, il faisait partie d'un ensemble d'internautes à qui les fraudeurs ont envoyé cette communication, puis ils attendaient que quelqu'un y morde. Donc, il y a des gens qui n'ont même pas de Mac, qui ont vu ce message et se sont dit, bah, ça n'a pas rapport, je vais juste
le supprimer. Il y a d'autres personnes qui ont leur Mac, qui avaient leur ordinateur entre leurs mains et qui ont même chose ignoré, ils ont continué leur vie. Par contre, il y avait d'autres personnes comme le copain de mon ami pour qui le message faisait tellement de sens, ça appuyait pile au bon endroit. Et c'est pour ça qu'on parle des émotions exploitées par les cybercriminels, parce qu'il suffit aux cybercriminels de mettre le doigt sur la bonne émotion et le tour est joué. Donc, voici les quatre émotions qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, la proposition attrayante, la curiosité, la peur et la serviabilité. Je commence avec la proposition attrayante, puis on s'entend qu'il y a beaucoup, beaucoup plus d'émotions. C'est juste que les grandes catégories, c'est la proposition attrayante, curiosité, peur et serviabilité. Donc, au niveau de la proposition attrayante, c'est la plus évidente, c'est l'appât du gain, c'est avoir la possibilité de faire de l'argent facilement et rapidement. C'est le rêve de tout le monde. Pourtant, on sait tous que il faut se méfier quand c'est trop beau pour être vrai. L'exemple parfait que je peux vous présenter, c'est un formulaire qu'on a trouvé en ligne. Quand on regarde le détail, donc en fait, c'est un formulaire pour tenter de remporter un van aménagé. Fait que là, quand on regardait dans le détail, on voyait que le formulaire, bon, demandait toutes les informations d'identification et en plus de ça, un mot de passe et un courriel. Donc, on se demande pourquoi, c'est très simple. Avec ces informations, les fraudeurs vont aller essayer de se connecter vers un autre compte dans lequel on a potentiellement un compte parce que généralement, tout le monde va réutiliser le même mot de passe. Donc là, je complète ce formulaire, je donne mes données personnelles et potentiellement d'autres comptes. La curiosité, on entend souvent que la curiosité, en fait, c'est un vilain défaut. Le meilleur exemple que je peux vous donner, ce sont les vidéos frauduleuses qui ont beaucoup tourné sur Facebook Messenger. Est-ce que c'est toi sur cette vidéo? Ou on a une variante un petit peu plus discutable, regarde qui est mort. Donc là, la curiosité va l'emporter, la spontanéité va nous faire cliquer. Puis, ça fonctionne assez souvent, surtout que c'est arrivé à un de nos clients qui a cliqué, malheureusement. En fait, momentum parfait, encore une fois, avec les émotions exploitées, parce que on a un client qui avait réalisé une capsule vidéo avec une vraie compagnie de vidéastes. Le montage n'était pas encore terminé quand un de ses contacts lui a envoyé sur Facebook, Est-ce que c'est toi sur cette vidéo? Donc là, le client s'est dit, ah ben c'est super, c'est déjà en ligne. Ils ont terminé le montage. Il n'a pas vraiment réfléchi, il a cliqué sur le lien et s'est fait frauder de cette façon. Donc, encore une fois, momentum parfait pour les fraudeurs. Maintenant, pour la peur, en fait, qui s'accompagne bien souvent avec l'urgence, les conséquences graves si je ne réagis pas rapidement. Tu sais, pensez-y, vous naviguez tranquillement sur Internet. Puis là, d'un seul coup, vous avez ce message qui apparaît avec un gros message d'alerte, beau message en rouge qui clignote, qui vous informe que votre ordinateur est infecté par un virus. Comment est-ce qu'on va se sentir? Coup de stress, panique, main moite, sentiment d'urgence, le besoin d'agir immédiatement. Ça amène malheureusement à moins de prudence, moins de vérification, puis sans aucun doute le clic de trop. Donc, un autre exemple qui est fictif, mais quand même qui va peut-être vous faire parler. En fait, c'est un article de la presse qui date d'avril 2021 qui met en scène donc une cyberattaque. Et on peut y lire que imaginez qu'un producteur de volaille reçoit par un soir de janvier où il fait moins 25 degrés un message l'informant que le chauffage de ses poulaillers sera fermé s'il ne verse pas une rançon en Bitcoin. Donc là, s'il ne fait rien, ben, ces poulets vont mourir gelés. Imaginez recevoir cette information, ce message pour de vrai. C'est pas des belles émotions, puis on joue sur la peur, l'urgence, il faut réagir immédiatement pour éviter une conséquence. Et le dernier pour aujourd'hui, qui est la serviabilité, puis c'est la plus redoutable parce que c'est celle qui est le plus utilisée en entreprise. On veut aider, on veut rendre service à quelqu'un qu'on connaît, à un collègue, à un collaborateur, à son gestionnaire. Et on veut tellement se démarquer en étant réactif sur un dossier qui nous a été confié, puis on est tellement excité par cette mission qu'on oublie de faire des vérifications supplémentaires. Et là, finalement, ben, l'interlocuteur n'est pas celui qu'il prétend être, c'est simplement quelqu'un qui a effectué quelques recherches sur l'entreprise, sur l'organisation, pour personnifier et se faire passer pour un acteur clé
de l'organisation. Donc ça, c'est vraiment en entreprise, mais c'est pareil aussi dans notre vie personnelle. Imaginez, vous avez un proche qui vous demande un service. Généralement, on veut aider. Donc là, si quelqu'un, donc votre frère, sœur, ami proche, vous demande, Hey, j'ai un petit problème, j'ai besoin que tu me fasses un virement parce que ça ne fonctionne pas, puis je veux pas passer à côté d'une belle opportunité. Comment est-ce qu'on va réagir? Généralement, on veut aider, ça dérange pas. Au jour d'aujourd'hui, avec tous les vols d'identité, les hameçonnages qui existent sur Internet, c'est très important dès qu'on vous demande de partager des renseignements financiers, de partager des informations personnelles, de faire des virements. Posez-vous la question. Faites un pas de recul, puis assurez-vous que vous parlez bien à la bonne personne parce que c'est très probable que cette personne, en fait, s'est fait frauder, pardon, et vous êtes en train de discuter avec un fraudeur, un cyberattaquant. C'est tous des termes similaires. Donc voilà, ça met la table un peu sur les émotions exploitées par les cybercriminels. J'aimerais juste savoir, Frédéric, est-ce que ça va au niveau du son? Est-ce que Mais ça va? merveilleux. Ouais? Comme Ok, si de c'est rien bon. n'était. Parfait. Ça me stresse. Ouais. Euh, Maintenant, pour le piratage de compte, donc on passe à le côté, en fait, pourquoi est-ce qu'on se fait pirater? Une personne malveillante obtient l'accès à mes identifiants de connexion puis se connecte à mes comptes en ligne. Donc, on pense à Facebook, Canva, ça arrive quand même assez souvent. Donc, le fameux piratage, on se lance là-dedans. Il y a plusieurs techniques qui sont possibles pour un piratage de compte. C'est sûr que je suis pas en train de vous faire un cours one-on-one sur comment pirater un compte, mais je veux simplement que vous puissiez comprendre pourquoi est-ce que ça nous arrive. Dans un premier temps, mais c'est peut-être parce que j'ai eu une fuite sur le web. En fait, des fois, c'est même pas de notre faute, mais les plateformes sur lesquelles on a des comptes se font pirater. Donc, encore une fois, Facebook, Dropbox, Canva, c'est déjà arrivé. Il y a même aussi des gestionnaires de mots de passe qui ont fuité. Donc, c'est des plateformes qui sont victimes de fuite de données et mes informations se retrouvent à l'intérieur, donc se retrouvent sur le web. À ce moment-là, c'est assez simple parce que c'est le fraudeur, en fait, qui va être capable de reprendre ces informations. Ensuite, paramètres de sécurité, ben, parce que, en fait, mon mot de passe était trop simple, je réutilise le même mot de passe à plusieurs endroits, ou peut-être parce que ben, j'ai cliqué sur un lien d'hameçonnage et j'ai donné de l'information par erreur. On va regarder un petit peu de tout près. Donc, je vais commencer par fuite de données, d'où le titre en gras. En fait, avec les fuites de données, vous pouvez très facilement vérifier si vos informations ont été j'ai le mot en anglais, mais qui ont été mis sur le web à cause d'une fuite de données. Donc, je vais vous le mettre dans le chat si vous voulez vérifier tout de suite. Sinon, vous pouvez toujours le faire une autre fois. Mais c'est Have I Been Pwned? C'est une base de données qui est utilisée par les gouvernements britanniques et australiens pour pouvoir surveiller les données qui ont été volées du personnel du gouvernement. C'est quand même assez chouette parce que nous aussi, on peut y avoir accès. C'est très facile comment l'utiliser. On peut l'utiliser avec son courriel, avec son numéro de téléphone, juste en rajoutant bien sûr le +1 du Canada, donc +1 514 ou +1 438. Fait que là, comme ça, vous allez pouvoir vérifier si vos informations ont été transmises dans une fuite de données. Si c'est vert, en fait, donc quand je l'utilise, puis si c'est vert, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que mon adresse courriel, mon numéro de téléphone n'ont pas encore été victimes d'une fuite de données. Par contre, ben, si c'est rouge, c'est une moins bonne nouvelle parce que ça mentionne que j'ai été victime donc d'une ou plusieurs fuites de données. Donc, pourquoi est-ce que mes informations ont-elles été compromises? Parce que tout comme moi, vous êtes certainement inscrit à des sites web populaires. Donc, comme je l'ai mentionné, c'est très probable qu'il y ait eu des fuites de données avec ces plateformes. Elles sont piratées. Donc, les informations se retrouvent sur le web. Malheureusement, tu sais, on a plus de chances d'apprendre que nos informations ont été exposées à une fuite de données que l'inverse. Donc, c'est généralement pas les plateformes qui vont vous le mentionner. Des fois, on va le savoir sans vouloir le savoir. Fait que là, Have I Been Pawned va nous dire lesquelles de nos données ont été compromises pour chaque plateforme à la ligne de Compromised Data. Donc, vous allez pouvoir regarder, faire vos recherches, potentiellement après aller changer vos mots de passe. Tu sais, vérifier aussi ça date de quand. Est-ce que ça date de il y a 10 ans? Est-ce que ça date de il y a 5 ans? De il y a quelques semaines? Donc, vous allez pouvoir être proactif, puis changer, en fait,
peut-être votre courriel, de changer aussi le numéro de téléphone, de l'enlever. Donc, de faire un peu du ménage dans ces plateformes. Maintenant, donc, on est passé, donc, fuite de données, terminé. On arrive à paramètres de sécurité, puis hameçonnage. Je commence par hameçonnage parce que je vais terminer sur paramètres de sécurité. Ça me prend un petit peu plus de temps. Donc, au niveau de l'hameçonnage, très facile, en fait. Comment le comprendre? Je vous l'ai expliqué avec l'ingénierie sociale. Donc, on a l'ingénierie sociale, puis après, on a plein de branches de fraude. L'hameçonnage en fait partie. Donc, l'hameçonnage, ou phishing en anglais, c'est un message qui semble provenir d'une institution légitime. Son but est très simple, c'est d'amener l'internaute à divulguer des informations personnelles. C'est un envoi qui est massif, donc je ne suis pas la seule qui va avoir cette communication. En fait, c'est vraiment plusieurs personnes qui vont recevoir la même communication. Donc, c'est les attaquants qui ont lancé un hameçon et ils attendent que quelqu'un y morde au final. Pensez à l'exemple que je vous ai partagé avec le copain de mon ami et le cambriolage. Ça, c'était un exemple typique d'hameçonnage. Comment est-ce que ça fonctionne? Je voulais juste vous expliquer comment, je suis sûre que vous le savez, ou peut-être que ça fait juste un petit refresh memory de comment est-ce que je fais pour découvrir si mon courriel est un message d'hameçonnage. Des fois, moi, j'en ai vu un, c'était tellement complexe à trouver. Des fois, c'est vraiment des tout petits détails. Fait que, premier réflexe à avoir, c'est de regarder où est-ce que ça provient. Donc, c'est de regarder le destinataire. Donc, là, je vous ai mis un petit exemple. J'ai caché non, j'ai dit destinataire, mais c'est l'adresse de provenance, donc qui l'a envoyé. Désolée, je viens de cliquer. Donc, c'est l'inverse. Là, je l'ai caché parce que je voulais vous montrer que des fois, bon, il y a d'autres petits détails à regarder. Fait que là, le premier, déjà, ben, je vois que le logo de Bell est un petit peu disproportionné, il est décoloré. Regardez toujours le logo. Des fois, c'est pixelisé, c'est pas le bon logo que d'habitude. Ensuite, je vois qu'il y a l'utilisation de majuscules à des endroits un petit peu plus inappropriés. Moi, quand on m'écrit en majuscules, j'ai l'impression qu'on me crie dessus. Donc, c'est bonjour l'agressivité puis le professionnalisme. Ensuite de ça, regardez des fois au niveau de la ponctuation, des fois il manque des points, des fois, bon là ici, c'est des points d'exclamation extra, même chose, pas très professionnel. Puis, généralement, dans les messages d'hameçonnage, j'ai des fautes d'orthographe, des anglicismes. Des fois, je vais avoir des mots qui sont en gras, qui sont en rouge pour vraiment mettre l'appui sur l'urgence d'agir. Il faut que je réagisse immédiatement, sinon j'ai une conséquence. Puis, bien entendu, j'ai toujours le fameux lien qui m'invite à cliquer et potentiellement atterrir sur un site web qui a été monté de toutes pièces par un attaquant. Là, je reviens avec l'adresse de provenance, encore une fois. Puis je suis sûre que, tu sais, je vais pas rentrer dans les détails, vous travaillez avec les courriels, donc vous le savez, mais toujours regarder le nom de domaine de l'adresse de provenance parce qu'il y a de très grandes chances que ça soit manipulé. Posez-vous toujours la question, d'où est-ce que ça vient? Qui m'envoie ce courriel? Est-ce que c'est une source fiable? Est-ce que c'est une source légitime? Est-ce que c'est quelqu'un que je connais? Donc là, on voit que c'est un courriel qui provient potentiellement de Vidéotron. On voit qu'après le nom de domaine, il n'y a absolument rien qui a rapport avec Vidéotron. Donc, je me pose des questions. Je commence à lire le courriel pour voir, OK, est-ce que c'est de l'hameçonnage ou non? Déjà, quand on regarde cher utilisateur, généralement, il faut que ça soit pluriel, il faut avoir aussi une tendance féminin. J'ai même pas de virgule. Quand je continue à lire un petit peu le courriel, je vois que l'argent, c'est écrit 110,20 canadiens. Généralement, quand on écrit en français, c'est une virgule. Donc, c'est une faute en fait d'orthographe que généralement, dans un contexte professionnel, on ne fait pas. Si on voit à la fin, c'est signé en anglais et non en français. Donc, bref, c'est vraiment des petits détails que des fois, à la va-vite, on voit que ça a l'air d'être super, tu sais, légitime, mais il y a des grandes chances que ça ne l'est pas. Un exemple, en fait, qui est très courant au niveau de l'hameçonnage, c'est le partage d'un document via le Drive. Là, c'est OneNote, mais ça pourrait être pour n'importe quel autre type d'info nuagique. Telle personne vous a partagé un dossier, veuillez cliquer ici. Faites attention, posez-vous toujours la question, est-ce que je m'attendais à recevoir un lien d'un partage de documents? Est-ce que ça provient vraiment de la personne qu'elle prétend être? Est-ce que ça provient vraiment de l'adresse courriel de la personne que c'est supposé? Donc, on se pose des petites questions. Je voulais le partager parce que c'est quelque chose qu'on voit quand même assez souvent et faites toujours un pas de recul puis posez-vous toujours les bonnes questions.
Maintenant, j'avais décidé de partager cette petite astuce. Peut-être que vous le connaissez déjà, peut-être que non, mais on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas tout le monde qui le connaissait. En fait, vous pouvez avoir un aperçu de l'endroit où nous renvoie un lien hypertexte sans avoir à se mettre à risque en cliquant dessus. Peut-être que vous le saviez. C'est très très simple. On fait juste mettre la souris sur le lien sans cliquer, puis vous allez avoir en fait le lien, le chemin en fait de votre interaction en ligne. Donc là, ici, c'est un catalogue de formations qu'on partage sur nos réseaux, sur notre site web. Fait que là, quand on pose la souris, on voit que ça va nous amener dans l'interface formation. Ça a du sens, ça n'a pas été modifié. Par contre, si je vois que ça m'envoie quelque chose de par rapport, on va se poser des petites questions. Donc voilà pourquoi est-ce que en gros, il y a des fuites de données. Maintenant, je rentre un petit peu plus dans l'authentification. Donc, c'est, je pense, le plus important parce que c'est la base de la protection. C'est un petit peu comme notre serrure de porte. Si je ne barre pas ma serrure, les gens peuvent rentrer chez moi. Donc, c'est vraiment l'authentification, la sécurisation, c'est très, très important. Puis, aussi, concernant notre responsabilité face à des plateformes comme Cyber Impact, peut-être que vous vous dites n'avoir qu'une responsabilité limitée, compte tenu que vous n'avez rien sur votre ordinateur à proprement parler, que tout est conservé sur les serveurs de Cyber Impact. Puis, tu sais, Frédéric, si je dis quelque chose de mauvais, tu me diras, mais s'il arrive quelque chose aux données, c'est la responsabilité de qui? Est-ce que c'est la mienne? Est-ce que c'est la leur? Donc là, imaginons, j'ai une fuite de données. Donc, la responsabilité va aller chez qui? Est-ce que ça va être ma responsabilité ou est-ce que ça va être la responsabilité du fournisseur? En fait, ça va être une responsabilité qui est partagée parce que si j'ai un incident de confidentialité, ça va toujours dépendre de l'origine de l'incident, de où puis de comment est-ce que ça a eu lieu, parce que c'est pas vrai que c'est juste la responsabilité de votre fournisseur. Si les données de mon audience se retrouvent là-bas, mais c'est parce que je suis l'intermédiaire. Les personnes abonnées à mon infolette m'ont donné leur consentement, puis moi je décide de sous-traiter avec mon fournisseur. Donc là, s'il y a un incident de confidentialité qui survient chez Cyber Impact, si c'est un des employés qui a cliqué à quelque part qu'il n'est pas supposé, ou si c'est eux qui se font pirater, voilà, clairement, c'est leur responsabilité. Mais je vais quand même être une victime collatérale. J'aurai quand même des devoirs à faire, mais je ne suis pas la personne responsable. Puis, tu sais, généralement, les fournisseurs travaillent très, très fort pour éviter que ça arrive. Par contre, si l'incident vient de mon bord, c'est moi, c'est quelqu'un de mon équipe qui clique au mauvais endroit, au mauvais moment, qui se fait pirater son compte en ligne, ben là, clairement, c'est ma pleine responsabilité parce que Cyber Impact m'offre une solution sécurisée, puis moi, je dois aussi la maintenir en sécurité. Donc, très important de garder ça en tête au niveau des responsabilités, puis de toujours essayer le plus possible de sécuriser ses accès. Je vais juste de je reçois depuis quelques semaines des courriels avec ma propre adresse courriel. Que faire? Très, très bonne question. Vous avez plusieurs choix. Soit vous le mettez en courriel indésirable, donc comme ça, en fait, vous n'avez même pas à regarder, on le met, votre courrieleur va venir filtrer ce courriel-là. Vous pouvez aussi peut-être potentiellement bloquer cette adresse courriel. Puis, est-ce que c'est exactement la même ou est-ce qu'il y a un petit changement au niveau du nom ou de l'adresse, du nom de domaine? C'est probablement quelqu'un en fait qui essaie de se faire passer pour vous. Ce que vous pouvez faire aussi, donc si vous travaillez avec des clients, de leur mentionner qu'il y a quelqu'un qui a repris votre courriel. Donc faites toujours attention de faire des vérifications. OK, c'est quand même assez intéressant. Puis est-ce que vous savez si vous vous êtes fait pirater votre adresse courriel? Tous les jours. OK. Euh, En fait, si vous avez des solutions potentielles qui pourraient vous aider à déployer cette adresse courriel, regardez si potentiellement vous vous êtes fait pirater votre adresse. OK, non, pas que je sache. Donc là, dans cette situation, ce serait vraiment de le mentionner à votre entourage, à n'importe qui travaille avec vous, mentionnez que quelqu'un a repris votre adresse. Est-ce que c'est possible de votre côté de changer l'adresse, de recommencer, puis d'avoir une toute nouvelle adresse? Non? OK. Fait que là, dans cette situation, le mieux que vous pourriez faire, c'est ben, de un, les filtrer et de deux, de le mentionner à votre entourage. De faire un appel en disant, il y a quelqu'un qui reprend mon adresse courriel.
Ok, c'est l'adresse d'affaires. Ok. Donc, allez-y avec ce que je mentionne, de le mentionner à son entourage. Comme ça, s'assurer que les gens qui reçoivent un courriel de vous s'assurent que c'est vraiment vous et non un courriel qui a été piraté ou qui a été réutilisé. Est-ce que ça a du sens? Donc, je continue. Pour maintenant le piratage au niveau, donc, comme je le mentionnais, paramètres de sécurité, on va pouvoir regarder comment est-ce que je fais pour, de rien maintenant, comment est-ce que je fais pour pouvoir, en fait, sécuriser le tout. Dans le fond, la toute première chose que je voulais vous partager, la première question qu'il faut se poser, c'est si mes mots de passe sont robustes ou non. Donc, je vous le partage dans le chat tout de suite. C'est un outil qui est vraiment, vraiment intéressant. Puis, encore une fois, je ne l'ai pas mentionné, mais tout ce que je vous partage dans le chat, en fait, le lien qui se retrouve dans la diapo, c'est cliquable. Donc, vous allez pouvoir quand même le recevoir, même si vous n'êtes pas présent ou si vous n'avez pas sauvegardé les liens, ils se retrouvent tous dans la présentation. Mais très important, avant d'utiliser cet outil, ne mettez jamais votre vrai mot de passe pour de vrai sur ce type de plateforme parce que même s'ils vont nous rassurer et ils vont nous mentionner que ce n'est envoyé nulle part, c'est enregistré nulle part, la sécurité à 100%, ça n'existe pas. Si quelqu'un vous le mentionne, c'est faux, c'est un mensonge. Juste par mesure de sécurité, changez quelques caractères de votre mot de passe avant d'utiliser cet outil, tout simplement. La réponse que va nous donner cette plateforme, c'est combien de temps faudrait-il pour arriver à deviner mon mot de passe? Donc là, j'ai fait le test avec 1, 2, 3 soleils. Ça prendrait 42 minutes pour trouver mon mot de passe. Donc, c'est pas très fort. Ben, de toute façon, tu sais, je vois des gens qui disent qu'ils ne voient pas les liens que je partage. Sinon, vous allez quand même la voir dans la présentation. Ne vous inquiétez pas, les liens sont cliquables. Je vais essayer de les renvoyer aussi de mon Ok, côté, là, super, peut-être que ça va mieux fonctionner. Je te laisse continuer. super, merci. Merci. Donc voilà, j'ai essayé 1, 2, 3 soleils, 42 minutes, c'est très très rapide. Probablement en fait, toute cette formation, les fraudeurs auraient déjà eu accès à mes comptes. Donc pourquoi est-ce que plus un mot de passe est court et moins il est robuste? Ça, c'est à cause des attaques par force brute. C'est une technique qui consiste à tester l'une après l'autre chaque combinaison possible d'un mot de passe pour arriver à se connecter. C'est pas un humain qui le fait à la mitaine, c'est vraiment un robot, c'est un algorithme qui le fait à une vitesse incroyable, surtout que maintenant, nous avons l'intelligence artificielle, donc ils sont capables en fait d'optimiser ces séquences de tests. Et donc, en fait, ça devient de plus en plus rapide. Fait que moins j'ai de caractères, ben, plus c'est facile et rapide à trouver. Fait que là, un mot de passe au jour d'aujourd'hui va devoir se retrouver dans le vert foncé en termes de nombre de caractères. Donc, on parle de mot de passe minimum 16 à 18 caractères. Peut-être que j'ai probablement pété des bulles, mais pas de panique. Je vais venir avec une technique qui va vous permettre de vous aider dans quelques diapos. Euh, donc, changer le mot de passe, je vais juste regarder. Changer le mot de passe de notre courriel sécurisait le compte, non? Oui, si vous changez le mot de passe de votre courriel, ça sécurise votre compte. Encore une fois, la sécurité, ça n'existe pas à 100%. Donc, le mieux de ce qu'il faut faire, c'est changer votre mot de passe pour avoir quelque chose de robuste et de unique et d'activer aussi le double facteur. Mais ça, je m'en viens avec ça. Michel qui mentionne, ce tableau ne couvre pas du tout les cas réels. Ça dépend du protocole derrière. Absolument. Mais la base, la grosse, grosse base, c'est d'avoir quand même un mot de passe qui est sécurisé pour éviter en fait toute intrusion, mais bien entendu, ça va dépendre aussi de la sécurité de la plateforme, etc. Maintenant, euh, suivre le tableau serait une erreur. Ben, en fait, pas tellement parce que c'est un tableau juste qui explique le nombre de caractères en fait qu'il faudrait avoir au niveau du mot de passe. C'est tout. Donc, quand j'ai 16 à 18 caractères, vous allez voir, en fait, c'est relié avec la plateforme, l'outil que je vous ai partagé. Donc, en fait, ça va vous permettre de savoir, c'est sûr qu'avec le temps, probablement que ce tableau ne fonctionnera plus à cause des ordinateurs quantiques, à cause de l'IA. Mais pour le moment, ça fonctionne. Gardez des mots de passe qui sont robustes et uniques, tout simplement.
Donc là, les conseils de d'habitude, ce serait toujours de ne pas mettre de mots du dictionnaire, de ne pas utiliser des informations personnelles comme des noms de personnes proches, des noms d'animaux de compagnie, des dates de naissance, etc. Puis aussi, un mot de passe que je peux expliquer à une autre personne en moins de 20 secondes, c'est pas un bon mot de passe. C'est toujours mieux que ça soit super complexe, je fais des erreurs, je dois recommencer, etc. Fait que moi, ce que je voulais vous partager, c'est la technique des acronymes. C'est une technique qui va vous permettre, en fait, de retenir vos mots de passe de façon facile. C'est pas très compliqué à s'en souvenir, mais ça va être très compliqué à faire deviner pour quelqu'un d'autre. Puis ça, on le fait simplement avec une phrase qui signifie quelque chose pour vous et qu'on va se rappeler. Donc, première étape, c'est de trouver cette fameuse phrase qui évoque quelque chose pour vous. Ça peut être un souvenir, un événement marquant, ça peut être une parole de chanson. Et là, on a notre personnage fictif d'aujourd'hui qui s'appelle Alice et qui mentionne, en fait, on la juge pas pour sa phrase. La dernière fois, j'étais mon meilleur chum Serge, sa piscine était à plus de 80 Fahrenheit. Fait que là, la deuxième étape, c'est de prendre la première lettre de chaque mot pour finir avec un mot de passe qui est extrêmement complexe pour le moment parce que j'ai donc des suites de lettres, j'ai un chiffre, j'ai des caractères spéciaux. Donc, en fait, Alice, elle a aucune idée que c'est un L, un D, etc. Elle a juste cette phrase qui joue dans sa tête. Fait que là, je me retrouve avec un mot de passe de 18 caractères et comme je le mentionne, avec des majuscules, minuscules, etc. C'est très difficile à faire deviner pour quelqu'un d'autre, mais c'est très facile à retenir pour moi. Puis ça, c'est une victoire. Quand je le mets dans l'outil que je vous ai partagé, donc l'outil qui permet de savoir au niveau de la robustesse d'un mot de passe, ça mentionne que ça prendrait 7 quadrillions d'années pour trouver le mot de passe. Donc, on s'entend que pour le moment, c'est ce qu'on veut. Ça fonctionne très bien. C'est plus sécuritaire parce que vous le connaissez tous maintenant, mais si on fait abstraction à ça, c'est quand même un mot de passe qui est très, très bon. Fait que là, moi, je le mentionne depuis le début, on veut toujours un mot de passe qui est robuste et unique. Donc là, ça veut dire que si j'ai 50 mots de passe, est-ce que je dois avoir 50 phrases différentes? Absolument pas. Je vais revenir avec une petite technique, mais la variante de cette technique des acronymes que vous pouvez faire si vous voulez rendre votre sécurité au max, ce serait de changer les lettres par des caractères spéciaux. Le seul problème, c'est qu'il faut s'en souvenir. C'est quand même assez complexe, mais si vous avez peur de vous en de vous en souvenir, de ne pas vous en souvenir, alors c'est à éviter. Mais tu sais, par exemple, si je veux écrire banane, au lieu d'écrire avec des A, je mets un arrobas avec un 4, un E, ça va être le signe de l'euro. Donc bref, c'est une façon très, très intéressante de se souvenir de ces mots de passe qui sont complexes, qui sont robustes, et c'est ce qu'on veut le plus souvent. Et surtout que le temps que le fraudeur pourrait essayer de découvrir votre mot de passe, ça va être encore beaucoup plus difficile parce que c'est pas de suite, c'est plus complexe, c'est des tests à faire, etc. Une autre technique qui existe, que je vois quand même assez souvent, c'est la phrase de passe. Peut-être que vous l'avez déjà vue, peut-être que vous l'avez déjà utilisée. Par contre, l'expression phrase de passe me dérange un petit peu parce que on pense tout de suite à une phrase avec une suite logique des mots qui font du sens. Donc, comme si ma phrase de tantôt pouvait à elle seule être mon propre mot de passe. Malheureusement, c'est pas une bonne idée parce que, ironiquement, il y a certaines plateformes qui vont vous dire que c'est trop long. Puis ensuite de ça, parce qu'il s'agit de mots du dictionnaire qui ont un sens logique, il y a un lien entre les deux. Donc, tu sais, c'est une vraie phrase. Alors qu'en fait, une phrase de passe, c'est plutôt 4 à 6 mots qui sont mis bout à bout et surtout qui n'ont pas de lien entre eux. Donc, la meilleure chose à faire, c'est vraiment de ne pas avoir de lien logique. Fait que là, ici, c'est langue, couverture, tracteur, maïs. Tu sais, vous pouvez même laisser des espaces entre chaque mot si vous voulez. L'avantage, c'est clairement qu'on a un mot de passe qui va être long, qui va être robuste. L'inconvénient, c'est que c'est une technique plus difficilement adaptable pour se créer quelque chose de mnémotechnique, comme on l'a fait avec les premières lettres de chaque mot. Fait que là, j'arrive avec mon premier quiz. Ma première question, ça va vous demander de mettre votre prénom. Vous pouvez rester anonyme, c'est vraiment juste, je suis obligée de le faire avec Slido. Juste attendre quelques secondes avant de l'activer. Mais c'est une petite mise en situation pour savoir comment est-ce que vous allez réfléchir par rapport aux mots de passe qui sont réutilisés.
Puis juste en attendant aussi, Manon, donc celle qui avait le problème dans le chat, est-ce que c'est possible de m'envoyer en privé votre courriel? Comme ça, moi, de mon côté, je vais vous faire je vais faire des recherches, je vais regarder quelle serait la meilleure situation à faire, quelle serait la meilleure solution. Ou je sais pas si Frédéric, tu l'avais, mais Manon, si vous voulez me l'envoyer en privé, ou sinon, vous pouvez l'envoyer à Frédéric et Frédéric me l'enverra. Ouais, Ok, parfait. c'est parti, Ouais, merci. J'active le quiz tout de suite. C'est parti. Je vous laisse le lire. Donc, imaginez que vous utilisez le même mot de passe pour votre compte de messagerie, vos médias sociaux, votre compte bancaire en ligne. Un jour, vous découvrez que votre compte de messagerie a été compromis. Quel serait le risque? Aucun risque, risque modéré, risque élevé ou je ne suis pas sûre. Oh, pardon, il y avait deux Manon. Donc, oui, Manon Bovin, bravo, risque élevé. Carole, OK, élevé aussi. Donc, on va voir ça. Parfait, super. Donc, j'ai un 95% qui me dit risque élevé, puis j'ai un 5% qui me dit je ne suis pas sûre. Le 5%, techniquement, ça pourrait fonctionner si, mettons, le site, en fait, ou la plateforme vous propose un double facteur d'authentification. Le double facteur, on va le regarder. C'est une technique qui est essentielle. C'est une deuxième authentification. Donc, ça veut dire que le mot de passe, c'est une authentification. Et c'est pour ça que on parle du double authentification, donc double facteur d'authentification, parce que c'est comme une espèce de deuxième technique qui va vous permettre de sécuriser votre compte. Mais des fois, il y a des plateformes qui ne le proposent pas. Des fois, le double facteur, c'est par courriel. Puis, je ne vais pas dire parce que j'ai une question et je ne veux pas voler le punch, mais techniquement, il faut éviter de réutiliser ces mots de passe dans ce genre de situation-là. On veut éviter que ça soit réutilisé pour pouvoir avoir accès à d'autres plateformes. Mais le risque élevé, c'est la bonne réponse. Au final, je vais quand même vous poser la question tantôt. Vous allez pouvoir répondre dans le chat. Mais donc, pourquoi avoir un mot de passe différent pour chacune de ces plateformes? Donc, si j'utilise le même mot de passe partout pour une grande majorité de mes plateformes en ligne, puis là, un jour, je suis victime d'une attaque d'hameçonnage ou d'une fuite de données, ben, croyez-moi que le fraudeur va pas perdre de temps. Il va aller tester toutes les plateformes où je suis susceptible d'avoir un compte. Fait que là, je vais donner sur un beau plateau d'argent l'entièreté de mes informations. Donc, ce qui est pratique avec la technique des acronymes, c'est que mon mot de passe, je peux l'adapter pour chacune de ces plateformes. Je peux créer mon propre algorithme de mot de passe. Il faut juste changer un mot de passe, enfin un mot de la phrase et le remplacer par quelque chose qui est lié à la plateforme sur laquelle je me connecte. Fait que là, par exemple, ça va être sur Facebook. Donc, ma phrase, ça va être, je peux mettre FB, je peux mettre FAC, je peux mettre n'importe quel mot que je veux qui est en lien avec Facebook. Même chose avec Gmail. Je peux mettre GMA, je peux mettre GM, je peux mettre Gmail en entier. Donc, bref, tant que vous allez être capable de vous en souvenir, c'est le plus important. Puis là, je finis avec un mot de passe qui est robuste, qui est unique. Et c'est la victoire, en fait, de notre côté. C'est sûr que j'ai des façons, en fait, de me souvenir des mots de passe sans avoir à le garder dans ma propre tête. Donc, on parle de gestionnaire de mots de passe. C'est un coffre-fort qui est solidement sécurisé, qui va vous permettre de retenir vos mots de passe. C'est une solution qui est très, très, très intéressante, surtout si vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de mots de passe à gérer. La seule chose que vous devez vous souvenir, c'est vraiment un seul mot de passe maître. C'est celui qui va vous permettre de rentrer dans votre coffre-fort. Puis celui-là, il doit être extrêmement, extrêmement robuste, unique, parce que c'est un petit peu ben, l'entrée de votre coffre-fort. Puis avec ce type d'outil, en fait, comme avec Google, mes identifiants et mes mots de passe vont se remplir automatiquement. Donc là, ici, je vous ai mis des gestionnaires de mots de passe qui sont quand même assez réputés. Ceux qui sont gratuits ne sont pas moins sécurisés, c'est juste qu'il y a moins de fonctionnalités. C'est sûr que si vous allez vers une solution
qui est payante. Vous allez avoir plus de fonctionnalités, plus de sécurité. Vous allez avoir aussi plus d'affinité à changer certains paramètres. Voilà. Puis sinon, pour le trousseau de clés, si vous utilisez celui de Apple, pour moi, ça fonctionne aussi très, très bien. J'ai vraiment rien à dire par rapport à ça, mais ça fonctionne exactement comme les autres gestionnaires. Puis, c'est automatiquement avec vos produits Apple. Puis, pour le moment, c'est comme je le mentionne, c'est très sécuritaire. Fait qu'avant de rentrer un petit peu maintenant dans cette suite-là au niveau des doubles facteurs d'authentification, moi, j'aimerais savoir, selon vous, quel serait parmi ces trois doubles facteurs d'authentification le moins sécuritaire? Fait que vous pouvez écrire dans le chat si vous voulez. Est-ce que c'est le courriel, le texto ou l'application génératrice de code? Donc là, Amélie qui mentionne le courriel. OK. Donc là, tout le monde qui va me dire le courriel, probablement. Effectivement. Donc ça, c'était ma question. Slado, je ne l'ai pas mise parce qu'il fallait que je fasse des choix, malheureusement. Mais très intéressant, Manon Boivin qui mentionne courriel et texto. Exactement. En fait, il y a plusieurs possibilités de double facteur. Puis comme je le mentionne, c'est une technique essentielle. C'est un double facteur. Donc ça veut dire que vous venez sécuriser l'accès à votre compte de façon double. Moi, il y a quelqu'un qui a essayé de rentrer dans mon compte Disney. C'est sûr que, bon, il n'y a pas d'informations personnelles à l'intérieur, mais il n'a pas réussi parce que j'avais activé ce double facteur d'authentification. Donc, imaginez-vous si c'était une plateforme qui contenait des renseignements personnels, il n'aurait pas été capable parce que j'ai installé, peu importe, ce double facteur. Fait qu'effectivement, le courriel, c'est la méthode la moins préférée parce que généralement, le courriel, c'est la première place qui se fait pirater. C'est comme ça qu'on reçoit des courriels d'hameçonnage. Donc, si le fraudeur a accès à ma boîte courriel, il va être capable d'avoir les codes de connexion de façon très facile. Des fois, on n'a pas le choix, un petit peu comme Revenu Québec. C'est un code qui est reçu par courriel ou rien du tout. Donc, dans ce cas-là, c'est mieux quand même de l'activer que de ne rien avoir du tout. Maintenant, pour le code reçu par texto, Maman Boivin elle avait raison. En fait, c'est beaucoup ce que les banques vont utiliser. Je sais qu'il y en a qui migrent un petit peu plus vers les applications génératrices de code, mais cette technique est vulnérable à ce qu'on appelle du SIM swap, échange de carte SIM en français. C'est très simple. Le fraudeur va venir appeler mon opérateur téléphonique, donc Bell, Vidéotron, etc. Il se fait passer pour moi pour récupérer l'usage de mon numéro de téléphone. Il va répondre à des questions de sécurité du style quel est le code postal, quel est le nom de jeune fille de votre mère. Et ça, ces informations-là, elles se trouvent très facilement en ligne. Puis une fois que mon numéro est transféré sur la carte SIM du fraudeur, c'est lui qui va recevoir les textos qui contiennent des codes de connexion. C'est pas génial. Euh, Ça a l'air d'être quand même assez ciblé comme attaque. Ça peut arriver à n'importe qui, c'est arrivé à des particuliers, pas seulement des gens en affaires. Donc, c'est vraiment quelque chose à garder en tête. C'est sûr que si vous devez choisir entre courriel et texto, on va prendre le texto. Puis des fois, si j'ai pas le choix, c'est texto ou rien du tout, on va prendre le texto, c'est mieux le mieux. Maintenant, pour l'application génératrice de code, donc ça, c'est ce que je privilège beaucoup, beaucoup parce que c'est une application qui va venir, ça se télécharge sur son téléphone, ça va venir me générer un code de 6 chiffres qui change à toutes les 30 secondes. C'est quand même assez intéressant. Il y a Google Authenticator, Microsoft Authenticator, il y en a d'autres aussi, mais je partage juste les deux plus populaires. C'est des applications qui sont gratuites, qui sont très faciles à configurer. Tout ce que j'ai à faire, c'est de me rendre sur le site où je veux l'activer dans les paramètres de sécurité. Ensuite de ça, je vais choisir l'option application d'authentification. Ensuite de ça, le site web va me générer un code QR que je vais devoir scanner avec l'application que je viens d'installer sur mon téléphone. Et la beauté de cette application, c'est que si j'ai plusieurs téléphones ou si je veux partager l'accès à une autre personne, je peux numériser ce code QR sur plusieurs téléphones en même temps. Puis, ça va me permettre, en fait, tu sais, avec la méthode par texto, c'est tellement pénible parce qu'il faut appeler la personne qui reçoit le code de sécurité, donc le propriétaire du téléphone. Fait que là, entre-temps, il faut le communiquer, le code a expiré, il faut que je le redemande à nouveau. Alors qu'avec l'application génératrice de code, je fais juste scanner le code QR avec tous les téléphones que j'ai besoin et j'ai plus besoin de me casser la tête parce que chacun va avoir son accès
autonome, indépendant. Fait que ça va être beaucoup plus facile à gérer, surtout si, tu sais, j'ai une plateforme que je dois partager à plusieurs personnes, ça va être beaucoup plus, ça va être beaucoup mieux. Puis ensuite de ça, je le scanne et je vais avoir un code de validation à insérer dans le site web et c'est vraiment tout. C'est vraiment quelques clics qui sont très, très simples qu'on peut faire sur tous les comptes. Il va falloir regarder, des fois, il y a des plateformes qui ne vous permettent pas d'activer cette application, mais c'est mieux d'aller vérifier. Puis, je vais juste regarder le chat ici. Que pensez-vous de Google Password Manager versus les coffres de mots de passe? OK, parfait. Si ça vous va, Michel, je vais en parler à la fin. Comme ça, ben, en fait, il me reste une diapo, puis je vais pouvoir en discuter. Puis là, je regarde ici, Benoît qui dit ça change très rapidement. Oui, c'est sûr que ça change rapidement, mais au moins, vous pouvez juste remettre le nouveau, puis accéder quand même à votre plateforme. C'est mieux que ça change rapidement, comme ça donne moins de temps à un ordinateur ou à un fraudeur d'essayer de découvrir quels sont ces codes-là. D'où la rapidité, en fait. Mais juste mention super importante, quand on active le double facteur d'authentification, le site web va nous générer une dizaine de codes de récupération. Ce sont des codes à usage unique. C'est d'une extrême importance si je perds mon téléphone, si je perds l'accès à mon application ou si je suis tout simplement à l'étranger. Chacun de ces codes va vous permettre de bypasser le système qui m'aurait normalement été demandé. Donc, on les conserve précieusement dans les notes sécurisées d'un gestionnaire de mots de passe, par exemple. Vous pouvez l'imprimer donc, bref, évitez de vous envoyer ces codes de récupération par courriel, si possible. Donc là, meilleure pratique avec nos listes de courriels. Je voulais juste terminer sur le consentement, puis je vais pouvoir répondre à la question qui est très intéressante de Michel. Fait qu'au niveau des pratiques, des listes de courriels, le consentement, en fait, avec la loi 25, probablement que vous savez tous ce que c'est la loi 25. Il y a eu des changements, donc le 22 novembre, 22 septembre 2023, il y a de nouvelles règles qui encadrent le consentement des personnes à la collecte, à la communication, à l'utilisation de leurs renseignements personnels. Fait que quand je donne mon consentement, ça veut dire que je donne mon accord. Ça ne se fait pas n'importe comment. Donc, ça doit clairement indiquer que le consentement doit être obtenu de manière manifeste, libre, éclairée, donné à des fins spécifiques. Donc, il y a tout maintenant une gros changement par rapport à ça. Qu'est-ce que ça veut dire, vite fait? Manifeste, ça veut dire que le consentement doit être transmis de façon évidente, certain, indiscutable. J'ai un contre-exemple pour le comprendre. Imaginez, en fait, je vous donne un exemple d'une formation. J'ai donné une formation, puis il y avait quelqu'un qui m'a demandé si c'était correct pour obtenir le consentement de ses clients de leur envoyer un courriel en disant que l'absence de réponse constitue un consentement. On s'entend que c'est un gros non parce que cette personne, elle peut être à l'hôpital, elle peut être en voyage, elle ne pourrait pas expressément signifier son non-consentement. Donc, une absence de réponse, ça ne peut pas être interprété comme un consentement. Ensuite, libre, ça veut dire que ça doit être donné sans contrainte. C'est quand même assez facile à comprendre. Donc, il ne faut pas faire des ultimatums pour avoir le consentement. Puis éclairer. Éclairer, en fait, ça veut dire qu'il doit être précis, rigoureux et spécifique. Donc là, la personne qui va me donner son consentement doit être suffisamment informée au sujet des communications qui seront faites pour porter un jugement éclairé sur l'étendue de son consentement. Puis donner à des fins spécifiques pour une durée nécessaire. C'est quand même assez simple. Une fin spécifique, en fait, c'est si je donne mon adresse courriel pour réserver une chambre d'hôtel. N'utilisez pas mon adresse courriel pour m'inscrire à l'infolettre. Je n'ai pas donné mon consentement. Je sais qu'il y a aussi la loi anti-pourriel avec les entreprises, etc. Mais gardez en tête qu'avec la loi 25 ici au Québec, on veut éviter d'abonner les gens automatiquement si possible. Puis pour une durée nécessaire, en fait, c'est pas nécessairement un nombre de jours ou un nombre de mois, d'années. Ça pourrait faire référence à un événement particulier, à une situation précise. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment juste ça que je voulais mentionner. Dernière slide d'aujourd'hui. C'est sûr que je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous avez l'article de la FAQ sur Cyber Impact. Mais donc en fait, ce que vous voyez, donc DMARC, je ne sais pas comment les dire, DMARC, DKIM puis SPF. Donc, ces trois méthodes d'authentification du courrier électronique, ensemble, ça permet d'empêcher les spammers, les hameçonneurs, puis d'autres parties non autorisées
à envoyer des emails au nom d'un domaine dont ils ne sont pas propriétaires. Donc là, penchez-vous sur la question si vous avez aucune idée de ce que je parle. Donc, vous allez pouvoir en fait aller sur l'article. Je vais quand même le mettre dans le chat. Puis, il se retrouve dans la présentation. Voilà. Donc, voilà, ça fait le tour pour moi. Je vais répondre aux questions qui sont dans le chat. Je voulais prendre quand même un petit moment, mais juste garder en tête que soyez patient, soyez indulgent envers vous-même. La sécurité, c'est un processus. C'est beaucoup plus efficace de changer graduellement ses pratiques, puis d'adopter tranquillement de nouvelles habitudes que d'essayer de tout changer du jour au lendemain. Vous allez faire une overdose de cybersécurité, c'est ce qu'on veut éviter le plus, s'il vous plaît. Donc, gardez en tête, voyez gros histoire. De ce qu'on a vu, émotions exploitées par les cybercriminels, HTTPS, confiance aveugle. J'ai pas eu le temps d'en mentionner aujourd'hui, mais très très simple. Ne faites pas aveuglement confiance au HTTPS. Ça ne veut pas dire que vous avez le petit cadenas, que c'est totalement sécurisé. Ne pas cliquer, donc faites toujours attention aussi au niveau de l'hameçonnage. Donc, les courriels que je vais recevoir, faites un pas de recul, regardez si c'est un message d'hameçonnage ou non. Puis, authentification en toute sécurité aussi. Donc, on veut changer la sécurité de nos plateformes pour essayer d'éviter d'avoir des fuites de données, puis des situations à risque, aux thématiques qui sont importantes. Puis, c'est le temps des questions. Fait que là, je vais juste aller retrouver la question de Michel qui était je trouve vraiment importante à parler. Euh, Google Password versus les codes de mots de passe. Euh, En fait, avec Google Password, il y a quelques temps, l'interface de Google Password était zéro sécurisée. Ça veut dire que si je suis sur mon ordinateur puis que mon Google est ouvert, n'importe qui pouvait rentrer dans mon Google Password parce que ça me demandait pas de mot de passe, ça me demandait absolument rien. C'était très facile de biduler puis de rentrer dans ce Google Password Manager. Donc, Google Password Manager, pour tout le monde, c'est le gestionnaire de mots de passe de Google. Maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé, pas pour moi, j'ai pas encore cette façon de faire, mais pour certains, il faut remettre le mot de passe de Google pour pouvoir rentrer dans son Google Password Manager. Mais c'est le même mot de passe, c'est c'est une solution qui est web, donc il y a toujours des risques. Si vous voulez garder le Google Password Manager ou n'importe quel autre Password Manager qui sont via un site web, ce que vous pouvez faire, je vais vous donner un truc que vous allez adorer dans chacun de vos mots de passe. Ça doit être le même. Vous pouvez mettre un PIN à la fin de votre mot de passe. Ça peut être une suite de lettres, de chiffres, d'un caractère spécial. Donc, ça peut être un PIN de 5 ou 6 lettres, chiffres, etc. Un mélange que vous allez mettre dans chacun de vos mots de passe, mais que vous allez enlever de votre Google Password Manager. Donc, imaginons, je crée mon compte Facebook, je crée mon mot de passe, je mets un PIN à la fin. Par contre, quand je l'enregistre dans mon Google Password Manager, j'enlève ce PIN. Comme ça, s'il y a un problème, s'il y a un fraudeur qui rentre dans votre Password Manager ou il y a une fuite de données, ça peut arriver. Le fraudeur ne pourra faire absolument rien parce qu'il manque le PIN. Puis bon, c'est sûr que à chaque connexion, vous devez mettre votre PIN, mais tu sais, ça prend genre 3 secondes et ça vient sécuriser encore plus votre compte. Voilà. Donc ça, c'est pour ça. Je sais pas si vous connaissez ce petit truc, mais c'est quand même assez... euh, Oui, c'est un bon oui, truc, je le connaissais pas. oui, ouais, ouais, c'est Je vais beaucoup peut-être mieux. Puis c'est répondre mieux à... d'utiliser une voûte, Michel. Oui, pardon. Parfait. Je vais peut-être répondre à l'autre Je voulais question juste de finir Michel. ça. OK, Vas-y. vas-y. Oui, sur l'IA. Donc, que pensez-vous des nouvelles façons de connexion qui permettent que la connexion par courriel sans mot de passe, par exemple, l'AI Claude, ici, on n'a même pas... Y a-t-il moyen de Ok, attendez. Ça, c'est nouveau. Euh, Ça, c'est quelqu'un, en fait, qui sait... Comment est-ce que ça fonctionne exactement? C'est la première fois que j'entends. C'est quelqu'un, en fait, c'est l'IA qui va venir répondre, qui va venir mettre le mot de passe, donc il n'y a pas de mot de passe. Puis c'est l'IA, en fait, qui va venir authentifier la bonne personne. C'est ça, Michel? Là, il Claude. Ici, on n'a même pas. On n'a pas. Y a-t-il moyen de se protéger davantage face à ces services? C'est la première fois que j'entends ça. Là, il Claude. Est-ce C'est que, l'intelligence de Frédéric, Claude, là. Oui, c'est l'intelligence de Claude là, qui est OK, faite par...
Je me souviens plus exactement le fournisseur, là, mais c'est un équivalent de ChatGPT, disons. Ok, ok. Mais c'est sûr que honnêtement, c'est de regarder pour la sécurisation de ces fournisseurs-là, la meilleure chose, c'est de regarder la configuration. Donc, comment est-ce que vous avez paramétré la sécurité? Mais sinon, honnêtement, pour le moment, il n'y a pas vraiment de façon de le sécuriser. C'est vraiment juste de s'assurer au niveau, c'est ça, de la configuration. Pour le moment. Vu que c'est nouveau, il y a des changements qui vont apparaître probablement, potentiellement dans le futur, mais pour le moment, c'est ce que je pourrais répondre. Euh, Juste l'autre question de Michel. Donc, est-ce qu'un consentement tacite obtenu pour une relation d'affaires est suffisant? Normalement, si je regarde, ça c'est avec la loi antipourriel, il me semble. Normalement, oui, c'est correct. Mais juste garder toujours en tête la loi 25, parce que c'est la loi la plus récente. Les gens connaissent plus la loi 25 que la loi antipourriel. Fait que, mais normalement, ça fonctionne. Oui, de ce côté-là, là, pour un consentement tacite, vous avez 24 mois pour contacter vos clients quand vous avez eu une relation d'affaires avec eux. C'est sûr que c'est plus dans le B2B, donc le business à business, qu'on utilise ça. Quand c'est du business B2C, là, donc avec des clients, par exemple, on parlait d'hôtel tantôt, ben, on va essayer de demander quand même le consentement que la personne valide qu'elle veut bien recevoir nos courriels. Parce que ça veut pas dire que, par exemple, si on fait une réservation à un hôtel, ben, qu'ils veulent absolument recevoir toutes nos promotions. Donc, la loi est un petit peu floue de ce côté-là, mais on essaye quand même, là, Ouais, même si on a eu une relation d'affaires, d'aller chercher un consentement là, plus explicite dans ce temps-là. parfait, parfait. Merci, merci pour la réponse. Euh, Ensuite de ça, la question donc de Mélanie. Euh, Si je lis. Donc, lors de de l'inscription à ce webinaire, la description indiquait les campagnes de marketing par courriel sont un outil puissant. En quoi est-ce que le marketing par courriel est une cible privilégiée ben, privilégiée des fraudeurs? En fait, c'est une très bonne question. Je vais répondre en gros. Ben déjà, de un, ça peut être un canal direct vers des données courriel, milliers d'adresses. Des fois, c'est segmenté aussi en informations personnelles. Fait que là, pour un fraudeur, obtenir l'accès à ces listes, ça équivaut à avoir une base de données prête à être exploitée pour des campagnes d'hameçonnage, de fraude, de spam. Fait que là, si un compte est piraté, le fraudeur peut envoyer des courriels frauduleux qui semblent venir d'une source légitime, puis ça augmente énormément la crédibilité. Ça peut être aussi une grande valeur commerciale, honnêtement. Les campagnes de marketing, des fois, ça représente des investissements importants pour une organisation. Fait que là, un piratage peut venir ruiner la réputation de l'entreprise si les clients reçoivent de faux courriels, des liens malveillants, puis voire même le vol de données. Donc là, les fraudeurs savent que les victimes, donc qui sont les entreprises, auront un fort intérêt à rétablir rapidement leur image et leur communication. Fait qu'en gros, ce serait ça. Mais sinon, tu sais, je pourrais en parler pendant très très longtemps, mais en gros, ce serait vraiment les deux points. Mais là, qui dit McDonald's fait ça aussi lors de la connexion sur leur application mobile. Tu n'as pas besoin d'entrer ton mot de passe. C'est vrai, ils t'envoient un courriel avec. Je viens de comprendre. Honnêtement, malheureusement, c'est comme ça qu'ils font. Il faudrait regarder dans le paramétrage s'il y a d'autres façons de le faire. Mais pour le moment, tu sais, après, c'est de faire le choix, surtout avec McDonald's. Est-ce qu'on veut garder l'application puis on veut utiliser de cette façon? C'est un choix, mais tu sais, c'est obligatoire de leur côté. C'est sûr que c'est vraiment pas sécuritaire, mais voilà. Super. Ben écoutez, je vois pas d'autres questions. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez toujours me rejoindre par courriel. Je vais faire les petites recherches pour Manon. Là, merci, merci pour les bons mots. Et je vais juste arrêter. Encore extrêmement désolée pour le début avec les problèmes avec les problèmes. Ça, c'était hors de mon contrôle. C'est quelque chose Oui, qui me il n'y a pas de stresse problème, beaucoup. Sarine. Là, comme je te dis, à chaque fois qu'on fait un webinaire de notre côté aussi, il y a tout le temps un petit problème quelconque là, pour rajouter une couche de stress. Donc, c'est Ouais, normal. c'est ça. Donc, je vais pouvoir. Merci pour tout. Puis, Frédéric, je t'envoie la présentation tout de suite. Génial. Merci beaucoup tout le monde. Bonne journée. À la prochaine. Merci. Au revoir.